Je vais entamer avec vous ce soir une nouvelle playlist qui traitera des TD, du transfert de matière ou transfert de masse. Donc elle sera consacrée un peu aux problèmes et aux exercices qui ont trait au transfert de matière. J'ai pour cela choisi une série TD qui est largement présente sur le net, que voici. En fait, ça c'est ma playlist sur le cours de transfert de masse. Cette playlist comporte jusqu'à présent 25 séances de cours. Et donc j'ai dû chercher une série TD sur le net qui soit disponible. Comme ça, je ne traite pas des problèmes ou d'exercices qui font l'objet des TD actuellement dans les salles de cours ou TD. Donc j'ai pris une que voici. Elle est facilement téléchargeable. Donc, la voici ici. Vous la voyez apparaître. Elle est sur donc Academia. Mais également, vous la trouvez disponible sur plusieurs autres sites. La voici encore. Et là aussi, on la retrouve. Il y a une seconde partie que voici, qui est également disponible. Et donc, je traiterai quelques-uns d'exercices que comporte cette série, avec quelques autres exercices. Donc voilà, pour donc conforter un peu le cours et s'exercer sur l'applicabilité de ce qu'on a vu, je vais commencer donc cette série de TD à travers un premier exercice que voici. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Nous avons la composition molaire du gaz naturel liquéfié commercial, qui est la suivante: 94,9% de méthane, 4% d'éthane, 0,6% de propane et enfin 0,5% de gaz carbonique. Les questions qui nous sont demandées sont les suivantes. Donc on nous demande en première question de déterminer la fraction massique du méthane, puis on me demande la masse molaire moyenne du mélange. Alors concentrons-nous déjà sur cette première question. On me demande la fraction massique. Ce qu'il faut distinguer déjà dans un premier temps, c'est ce qu'on est en train de nous demander. Bon, c'est des compositions molaires, pour être plus précis, ce sont des pourcentages molaires. Ce sont des pourcentages molaires, donc ce n'est pas des fractions molaires, ce sont des pourcentages molaires d'un gaz naturel qui se trouve être à l'état liquide. Par conséquent, il nous faut savoir déjà, est-ce que la somme de ces pourcentages est égale à 100? Donc je retiens que c'est une composition molaire, un nombre de moles de l'espèce I ou K sur le nombre total de moles. Ici, il est fois 100, donc c'est des pourcentages. Et ce gaz naturel, il se trouve dans un état liquide. Donc faisons la somme de ces quatre constituants, nous trouvons effectivement que c'est égal à 100%. Bien, alors je rappelle, la fraction molaire, ça va être le nombre de moles de l'espèce en question, ici c'est le méthane, CH4, divisé par le nombre total de moles présents dans mon mélange, c'est-à-dire le méthane lui-même, l'éthane, le propane et le dioxyde de carbone. Donc le méthane doit faire partie du mélange. Vous remarquerez que je suis passé des pourcentages aux fractions molaires, que je note X et non pas Y, puisque les constituants sont dans un état liquide. Et qu'est-ce qu'on me demande? Voilà la question qui va réapparaître. Ça, c'est le nombre total de moles, comme je viens de le signaler, que je noterai petit n, je ne mettrai plus l'indice tot, je mettrai directement petit n. C'est d'ailleurs comme cela que je considérais la masse totale de mélange grand M. Je ne mettrai pas l'indice TOT, ni en parlant de volume, je ne parlerai pas de V TOT, je dirai directement petit v. Bien, alors déterminons cette fameuse fraction massique de méthane. Alors qu'est-ce que d'abord une fraction massique? C'est la masse du constituant méthane sur la masse totale. Donc c'est le rapport de la masse du méthane, CH4, sur la masse de mélange, c'est-à-dire celle du gaz naturel liquéfié.
Donc c'est petit m CH4 sur la masse totale de mélange. Petit m CH4, la masse en kilogrammes de CH4 sur la masse totale de mélange. Alors à faire attention, déjà il faut savoir que les pourcentages ou bien les fractions molaires ou les fractions massiques sont toujours strictement inférieures à 1 quand il y a un mélange, toujours inférieur à 1. Deuxièmement, elles ne dépendent pas de la température. Elles ne dépendent pas de la température. Et donc, on va commencer déjà à essayer de voir ce dont nous disposons. Les données sont les fractions molaires. On me demande de passer aux fractions massiques. Or, je n'ai pas en ma possession les masses des différents constituants. Il faudra trouver justement une astuce pour passer des masses au nombre de moles. Pardon, pour passer justement, pour passer du nombre de moles, c'est la donnée, nous avons ces données-là, aux masses. Eh bien, c'est très simple. Nous savons que la masse, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Le nombre de moles fois la masse molaire. Et les masses molaires des 4 constituants, c'est-à-dire le méthane, l'éthane et le propane, sont donc des alcanes, c'est NH2N, c'est NH2N, et le CO2, les voici. C'est des grammes par mol. J'ai oublié de vous dire, quand vous prenez, il faut prendre la précaution de prendre les mêmes unités. Si vous prenez des grammes ici, il faut que ce soit des grammes ici. Si vous prenez des kilogrammes ici, c'est des kilogrammes ici. Idem pour le nombre de moles. Si vous prenez des moles, ça doit être en mol en bas. Si vous prenez des kilomoles, ça doit être en kilomoles. C'est la même unité aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. Donc, je vais remplacer ici M par NM pour tous les constituants. J'obtiens 100. Donc je fais le travail comme ceci, avec les couleurs respectives. Pour maintenant faire apparaître la fraction molaire, c'est-à-dire mes données, eh bien, je sais que la fraction molaire, c'est le rapport du nombre de moles du constituant K sur le nombre de moles total. Le nombre de moles du constituant K sur le nombre de moles total. Par conséquent, il suffit de diviser le numérateur et le dénominateur par le nombre total de moles pour retrouver ce que je suis en train de rechercher. Donc divisons aussi bien le numérateur que le dénominateur par le nombre total de moles, petit n, comme ceci. Voilà. À présent, présentons la formule qui en découle. Vous l'avez compris, NCH4 sur N total, ça sera XCH4. NCH4 sur N total, comme je l'ai dit, XCH4, X éthane, c'est-à-dire C2H6, X propane, C3H8, et X CO2. Nous obtenons, à cause de cela, ce résultat. Bien voilà, nous avons trouvé la manière de passer des données, en l'occurrence des fractions molaires, à la fraction massique. Je vais reporter ça dans la prochaine diapositive, comme ceci. OK. Ce qu'il faut maintenant remarquer, c'est que dans le dénominateur, qu'est-ce que j'ai? J'ai les XI, MI. C'est la somme des XK, MK ou XI, MI. Mais c'est quoi ça? C'est la masse molaire moyenne de mélange. C'est la masse molaire moyenne de mélange. C'est-à-dire de tous les constituants. Donc, d'une manière générale, c'est comme ça que ça s'écrit. Pour un constituant A, la fraction massique d'un constituant A, voici la formule générale. Maintenant, il faut observer qu'au dénominateur, j'ai la masse molaire de mélange. J'ai dit moyenne, en fait, c'est la masse molaire de mélange. C'est la somme des XK, MK. Par conséquent, ici, ce n'est pas un souci, c'est même pas la peine de le mentionner. Mais dans d'autres problèmes, si la première question est déterminer la masse de mélange, la masse M de mélange, si en première question vous avez déjà déterminé la masse moyenne de mélange, vous n'avez plus à refaire tout ceci. Directement, vous mettez ici grand M. Je sais ce que je vais m'expliquer. Si vous avez la masse de mélange qui a été calculée dans les questions précédentes, dans une question précédente, pour déduire la fraction massique,
c'est pas la peine de refaire ce calcul, puisqu'il a déjà été fait dans la question précédente. Par conséquent, directement, vous mettrez que la fraction massique, c'est la fraction molaire fois la masse molaire de l'espèce A, rapportée à la masse molaire de mélange, grand M. La masse molaire, grand M, de mélange. Bien, je vais maintenant faire l'application numérique, après avoir explicité cette petite parenthèse, ouvert cette première petite parenthèse. Et après tout calcul, je trouve que la fraction massique en CH4, en méthane, elle est égale à 0,900, 0,90, en d'autres termes, j'ai 90% de méthane. En fraction molaire, j'ai 94,9%, c'est des pourcentages dont je suis en train de parler. Et en pourcentage, là, en termes de masse, c'est 90%. Bien, continuons si vous voulez bien, et abordons la deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'elle dit justement? Elle me demande justement le dénominateur. Déterminer la masse de mélange M. C'est dommage. L'exercice aurait été plus simple si j'avais commencé par la deuxième question. En effet, j'aurais déterminé donc la masse de mélange, c'est-à-dire tout le dénominateur. Il m'aurait fallu juste, pour trouver la fraction massique, calculer XA, MA divisé par la réponse à la question précédente. Bien, je passe dessus, donc ici ce n'est pas le cas. C'est maintenant que je m'attelle à calculer la masse molaire grand M de mélange, celle du GNL, pardon, celle du GNL. Une question pourrait justement vous perturber, et cette relation, nous la connaissons. C'est la somme des XK, MK. Mais le jour des examens ou des devoirs de maison, souvent on hésite entre est-ce que c'est la fraction molaire fois la masse molaire du constituant K, ou alors est-ce que c'est la fraction massique. On va rapidement dissiper cette ambiguïté en ayant recours juste à l'analyse dimensionnelle. Je vais aborder ce problème d'un point de vue juste unité, d'un point de vue dimensionnel. Regardez s'il vous plaît. Alors, est-ce que c'est cette première relation, et c'est bien celle-là, tout le monde le sait, mais bon, je me mets dans une ambiance où je suis stressé et je ne sais pas trop. Est-ce que c'est X, la fraction molaire, fois la masse molaire du constituant K que je somme sur tous les composés du mélange, ou alors c'est la fraction massique? Alors, si nous observons ça de très près, qu'est-ce que XK, MK? Eh bien déjà, XK, c'est le nombre de moles de K sur le nombre de moles total de mélange. La masse, c'est des kilogrammes de K sur la masse molaire, hein, sur le nombre de moles de K. Nous voyons que le nombre de moles se simplifie de part et d'autre. Il me reste bien des kilogrammes par mol total de mélange. Voilà. En revanche, si je m'étais trompé, et si j'avais considéré la fraction massique, à quoi j'aurais abouti? Ben, j'aurais fait le même topo, j'aurais fait la même chose. Si je prends ici au lieu de XK, si j'avais pris WK, ben, j'aurais eu les kilogrammes de K sur les kilogrammes de mélange. Les kilogrammes de K sur le kilogramme de mélange, ça ne change pas, la masse molaire, elle ne change pas. Si bien qu'à la fin, j'aboutis à quoi? Un résultat bizarre qui n'est pas du tout l'unité de la masse molaire. L'unité de la masse molaire, c'est des grammes par mol, ou dit kilogrammes par kilomol. Là, je trouve quoi? Des kilogrammes carrés sur des kilogrammes de mélange, c'est quelque chose de totalement faux, qui n'est pas adéquat. Et donc, nous comprenons que, en fait, c'est une erreur. Il ne faut pas utiliser la fraction massique, mais plutôt la fraction molaire. Alors, démontrons ce résultat. Nous l'avons énoncé comme ça de prime abord parce que nous l'avions en tête, mais essayons tout de même de le démontrer, de savoir est-ce que M, c'est bien égal à somme des XK, MK, en faisant varier K sur tous les constituants. Alors, commençons d'abord par écrire, comme je l'ai bien décrit ici, écrivons la conservation du nombre total de moles, à savoir N, c'est la somme, pardon, la conservation totale. Pardon, ici, il y a une erreur. C'est de la masse, la conservation de la masse, pas du nombre de moles. Donc M, la masse totale de mélange,
va être égal à M1 plus M2 jusqu'à Mn. Jusqu'à Mn. Bien. Or, nous savons que M, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Nous savons ça. M, c'est le nombre de moles fois la masse molaire. Et Mk, c'est le nombre de moles de K fois la masse molaire de K. Bien, remplaçons ici, par ce que je viens d'écrire ici, j'obtiens partout des NMK, comme ceci. Avant-dernière étape, vous l'avez compris, je vais à présent diviser toute mon équation par n, j'obtiens ici 1, et ici n1 sur n, n2 sur n, jusqu'à nn sur petit n. Donc en divisant, j'obtiens en fait les fractions molaires. En divisant nk sur n, j'obtiens les fractions molaires, si bien que cette équation va devenir ceci. La voici. Donc nous démontrons bien que la masse molaire de mélange, c'est bien la somme des xk mk. Voilà. Maintenant, allons faire l'application numérique. Alors, n'oublions pas non plus la convention. Quand il s'agira de composés liquides, on écrira la fraction molaire, on la désignera par la lettre X. Si c'est gazeux, on mettra Y. Bien. Mais maintenant, comme il y a une autre question qui arrive, et si j'avais que les fractions massiques comme données, et je ne veux pas faire le travail, convertir les fractions massiques en fractions molaires pour trouver la masse moyenne de mélange, comment que je fais? La question va être posée comme ceci. Si je n'ai que les fractions massiques comme données du problème, je voudrais calculer directement la masse molaire moyenne de mélange. La masse molaire de mélange. Je ne sais pas pourquoi je dis moyenne. C'est la masse molaire de mélange. C'est peut-être en relation avec les vitesses barycentriques. C'est pour ça que je me suis en train de me tromper. Alors, cette fois-ci, nous allons, pour pouvoir répondre à cette question, écrire la conservation du nombre de moles. Petit n, c'est n1 plus n2 plus nk jusqu'à nn. Ensuite, nous savons que le nombre de moles, c'est la masse du constituant divisé par la masse molaire, comme ceci. Le nombre de moles, c'est la masse du constituant, K, sur la masse totale. Le nombre de moles total, c'est la masse totale divisée par la masse totale de mélange. Remplaçons dans cette équation, j'obtiens ceci. Ensuite, divisons toute l'équation par M, par la masse totale de mélange. Ici, j'obtiens 1. Ici, j'obtiens M1 sur M, M2 sur M, etc., jusqu'à arriver à Mn sur N. Mais c'est quoi les M sur N? C'est en fait les fractions massiques. C'est des fractions massiques. Et j'obtiens en fait compte, presque, mais pas totalement, l'inverse de la masse totale de mélange, c'est égal à ceci. Par conséquent, la masse molaire de mélange, c'est l'inverse de tout ceci. C'est l'inverse de tout ceci. C'est 1 sur tout cela. Comment je vais écrire ça? Je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre un signe moins ici et dire la masse totale de mélange, c'est la somme des WK sur MK. La somme des WK sur MK, on prend la précaution de prendre moins 1 puisque j'ai 1 sur M qui est égal à ça. Voilà. Donc nous avons deux formules. L'une qui me donne la masse de mélange lorsque je dispose des fractions molaires, mais j'ai également une autre formule pour me donner cette même masse de mélange, mais à partir des fractions massiques. À partir des fractions massiques. À présent, allons, comme je l'ai dit, faire l'application numérique. À quoi va être égale la fraction molaire avec les données du problème, à savoir les fractions molaires? La voici. Donc j'ai tout, j'ai les masses molaires, j'ai les fractions molaires, j'effectue le calcul. Après tout calcul, je trouve 16,87 grammes par mol, ou alors 16,87 kg par kilomol. Bien, allons maintenant découvrir la question qui vient juste après. La voici. Alors, que se passe-t-il? Déjà, le mélange devient gazeux. Le mélange devient gazeux, heureusement. Et on me demande de déterminer la masse volumique du mélange gazeux lorsqu'il se trouve, ce mélange, à une température de 193 Kelvin et à pression atmosphérique, c'est-à-dire 101 325 pascal dans le système SI. Bien, pourquoi on vous a précisé
Pourquoi on vous a précisé que le mélange était gazeux? Certainement pour pouvoir aller utiliser la relation des gaz parfaits, l'équation d'état des gaz parfaits. Est-ce que j'ai le droit d'y aller, à cette relation des gaz parfaits? Les pressions n'étant pas très importantes, elles sont autour de la pression atmosphérique, il est légitime de penser directement à la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire l'équation d'état des gaz parfaits. Donc allons-y. C'est ce que je viens de dire. Les pressions n'étant pas très importantes, nous pouvons appliquer la relation des gaz parfaits. Alors allons-y, écrivons-la. C'est PV égale à nRT. PV égale à nRT. Avec R étant la constante universelle des gaz parfaits. Et elle est égale à 8,314 joules mol-1 Kelvin-1. Bien. Alors, mais j'avais déjà parlé de cette fameuse relation, comment est-ce qu'on passait de l'équation d'état des gaz parfaits à la masse volumique. Je ne vais pas reprendre ça, je vais juste vous renvoyer vers la playlist qui traite de la mécanique des fluides parfaits, qui est disponible sur ma chaîne. Vous pouvez la retrouver. Donc, j'ai repris exactement la diapositive et je l'ai ramenée ici. Voici ce qu'elle dit. Donc, si c'était dans le cas de l'air atmosphérique, on me demandait de déterminer la masse volumique de l'air atmosphérique. Donc, je vais vous épargner les détails. Les voici. Vous avez tout ici. Le nombre de moles, N, la pression statique absolue, V est le volume occupé par l'air, R est la constante universelle des gaz parfaits, et la température absolue en Kelvin. Bien, je remplace, c'est-à-dire je calcule M sur V, la masse volumique, c'est la masse par unité de volume, M sur V, mais M n'est pas apparu. Or, N, petit n, c'est petit m, la masse du gaz, divisé par la masse molaire. La masse molaire. Bien, puisqu'il s'agit de l'air atmosphérique, je connais la masse molaire de l'air atmosphérique, c'est pour être exact 28,84 grammes par mol, mais qu'on pourrait arrondir à 29 grammes par mol, ou alors 29 10-3 kg par mol. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris les kilogrammes, c'est pour ne pas toucher à ma constante des gaz parfaits. Là aussi, c'est 8,314 pour être plus exact. Bien, remplaçons, donc calculons une fois qu'on a converti M en M, N en M plus sur M, je vois apparaître M et V. Eh bien, M sur V, comme ceci, M sur V, ça va être égal à Pm sur RT. Pm sur RT. C'est ce qu'on va appeler la masse volumique. Nous définissons également une constante massique des gaz parfaits. Une constante massique des gaz parfaits, c'est en fait grand R divisé par M. Grand R divisé par M. On appelle ça la constante massique des gaz parfaits. Parfois, on l'appelle également la constante spécifique des gaz parfaits. La constante spécifique des gaz parfaits. Et vous avez sa valeur qui est affichée. Reprenons donc ce résultat et appliquons-le pour la question numéro 3 pour pouvoir trouver la masse volumique de mon gaz naturel. Il me faut cependant la masse de mélange. Or, dans la question précédente, nous avons fait le calcul. Donc, remplaçons M par 16,868, 10-3 kg par mol. La constante des gaz parfaits, la voici. Elle reste comme elle est, puisque j'ai pris des kilogrammes. J'ai pris la précaution de prendre des kilogrammes. La pression, on la prend en pascal. La voici, 101 325 pascal. Et la température absolue, évidemment, elle est donnée directement en Kelvin, c'est-à-dire 193. La voici. Après tout calcul, je trouve une masse volumique. C'est un gaz, c'est normal que nous trouvons une masse volumique qui tourne autour de 1. 1,065 kg par mètre cube. Kilogramme par mètre cube. Voilà, nous avons déterminé la masse volumique, nous avons précisé qu'il s'agissait d'un gaz pour pouvoir appliquer l'équation d'état des gaz parfaits, étant donné que les pressions ne sont pas très importantes. Et maintenant, nous allons, rapidement, une remarque qui est faite ici, mais je reprendrai ça quand je ferai les compléments à ce problème. Lorsque, dans mon air, il y a principalement deux composés majoritaires, l'azote, le diazote, N2, avec des proportions qui tournent autour de 0,79 ou bien 79%, et le dioxygène, c'est-à-dire le O2, vous avez 21%. Aussi bien l'azote, le diazote que le dioxygène, ce sont des gaz qui suivent sensiblement
l'équation d'état des gaz parfaits. Eh bien, le mélange également suivra le comportement des gaz parfaits si et seulement si il n'y a pas de réaction chimique entre les deux gaz, et c'est le cas pour l'air. Bien voilà, c'est juste pour vous dire que le mélange de gaz qui sont parfaits est un gaz parfait lui-même. Bien, donc cette remarque a été faite, je passe à la question suivante. Qu'est-ce qu'elle dit? Déterminons la pression partielle du méthane lorsque la pression totale du système elle est égale à la pression atmosphérique. Enfin, rapidement, on pourrait rapidement répondre à cette question et dire qu'on va appliquer la loi de Dalton. La loi de Dalton. Puisque je la connais, la loi de Dalton, c'est la PK, c'est XK fois la pression totale. Ou alors, si je l'oublie, je pourrais rapidement la redémontrer. Donc, écrivons d'abord par la première méthode directement la loi de Dalton, que je viens d'énoncer là maintenant. La pression partielle du méthane, c'est la fraction molaire du méthane multipliée par la pression totale. Comme on ne m'a pas précisé qu'il fallait que je donne la pression en bar ou bien en pascal, on ne m'a rien précisé, donc je garde le pascal, puisque la pression totale, je l'ai prise en pascal, 101 325 pascal. Voilà, je fais mes calculs, je trouve une pression de méthane, partielle de méthane, qui est égale au résultat affiché, 96 157,43 pascal. Alors, si je l'avais oublié cette relation de Dalton, comment j'aurais fait pour pouvoir m'en sortir? Eh bien, j'aurais écrit la loi des gaz parfaits pour le mélange de gaz et pour le méthane. Je m'explique. J'écris PV égale à nRT, c'est-à-dire pour le mélange, qui est à une pression de P et à une température T, et j'ai réécrit cette même loi des gaz parfaits pour le méthane. Je vous expliquerai ultérieurement comment est-ce qu'on fait pour faire ce raisonnement. Je fais le rapport des deux, à savoir je vais diviser l'équation 2 par l'équation 1. Je trouve quoi? P de CH4 sur P total, RT se simplifie, température reste constante. C'est la fraction, c'est le nombre de moles de méthane divisé par le nombre de moles total. En d'autres termes, voici encore une fois l'expression de la loi de Dalton. Ok, passons maintenant à l'avant-dernière, ou bien à la dernière question, je crois. Oui, c'est la dernière question, c'est une question supplémentaire qui a été posée. On nous demande en dernière question une question un peu bizarre. La fraction massique du propane, et on rajoute, il y a une contrainte, il faut l'exprimer en ppm. Il faut l'exprimer en ppm. Alors le ppm, c'est quoi? C'est les parties par million. C'est les parties par million. P, parties par million. Ok, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste multiplier le résultat par 10 puissance 6. 10 puissance 6. Je m'explique. D'abord, il faudrait que nous ayons au préalable la fraction massique du propane, chose qui n'a pas encore été faite. Nous avons déterminé la fraction massique du méthane, pas du propane. Et nous ne pouvons pas dire que nous pouvons la déduire, parce qu'il ne s'agit pas d'un binaire. S'il y avait eu un binaire, j'aurais dit 1 moins la fraction massique du méthane, j'aurais trouvé la fraction massique de mon propane. Mais ici, ce n'est pas un binaire du tout. Bien, donc réécrivons. À quoi va être égale la fraction massique de méthane? C'est la fraction molaire de méthane fois la masse molaire de méthane divisée par la masse totale de mélange. Divisée par la masse totale de mélange. Une fois que je fais ce calcul, et l'application numérique qui va avec, nous trouvons cette fraction massique que vous voyez affichée. 0,1565. C'est une fraction. Donc maintenant, en ppm, qu'est-ce que je fais? Nous avons dit, il faut simplement multiplier le résultat que vous avez trouvé par 10 puissance 6. Il faut juste multiplier par 10 puissance 6. Je le redis, ne l'oubliez pas. Aussi bien pour les fractions molaires que les fractions massiques, mais également quand on veut déterminer les concentrations ppm, il faut s'assurer, parce que les concentrations ppm, ça peut concerner les masses, les volumes ou le nombre de moles. Il faut toujours avoir les mêmes unités, aussi bien au numérateur qu'au dénominateur. Donc après tout calcul, et après avoir pris cette précaution d'exprimer les masses ici en grammes et en grammes, j'obtiens un résultat qui est le suivant. La concentration massique, la fraction massique du propane en ppm, c'est 15 650 ppm. Voilà, l'exercice est terminé.
Maintenant, je vais donner quelques extensions à ce problème EB1 qui concerne la première série, équation de bilan EB1 pour un mélange. Donc le premier complément que je vais aborder est le suivant. Je vais d'abord poser la question. Si l'on disposait que de la fraction massique, c'est-à-dire on a l'inverse. Les données, c'est des fractions massiques. Et on me demande le chemin inverse, déterminez-moi les fractions molaires. Comment est-ce qu'on aurait fait? Comment est-ce qu'on ferait pour pouvoir, cette fois-ci, déterminer XA et non pas WA, puisque WA est donné? Reprenons le même raisonnement que précédemment, établi précédemment. Donc nous avons vu tout à l'heure que la fraction massique, c'est la masse de A, c'est la masse de A sur la masse totale. En ayant remplacé la masse par le nombre de moles, et ensuite en ayant divisé, j'obtiens ceci. Donc ça a été démontré. Alors maintenant, écrivons l'expression de la fraction molaire de l'espèce A, par exemple. La voici. La fraction molaire. Exprimons le nombre de moles en fonction de la masse, de nombre de moles, par exemple, de A, en fonction de la masse de A et de la masse molaire. Vous l'avez compris, NA, c'est petit m A sur grand m A. Et je refais la même chose pour A, B, C et tous les constituants du mélange. Bien. Qu'est-ce que je fais à présent? Tout le monde l'a compris. Divisons l'équation par, pour trouver la fraction massique, divisons l'équation par petit m, la masse totale de mélange. Divisons, comme tout à l'heure, par la masse totale petit m de mélange. La voici. Je divise ça et je divise ça aussi par m. Vous l'avez compris. Vous allez maintenant voir apparaître ici WA, WA, WB et WC, c'est-à-dire les fractions massiques du constituant A, B, C. Voilà. Une deuxième remarque que je voudrais soulever avec vous, à laquelle je voudrais qu'on réponde, que deviennent les résultats précédents si, justement, il s'agissait d'un binaire, c'est-à-dire j'ai un mélange constitué de deux constituants uniquement, il n'y a pas trois. Donc vous avez juste A et B, le mélange est formé de A et B. Ah, vous l'avez compris, ça va devenir extrêmement simple. Voici à quoi comment se réduisent les résultats. Si maintenant je divise mon équation par MA, par la masse molaire de A, ici c'est 1, et ici j'aurai MB sur MA. J'obtiens ça. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue fraction massique. Faisons le même topo pour la fraction molaire. Je redéfinis d'abord, je remets l'expression de la fraction molaire. Dans le cas d'un binaire, qu'est-ce qu'elle devient? Donc j'aurai juste A et B, la voici, juste A et B. Multiplions l'équation aussi bien numérateur que le dénominateur par grand M, la masse molaire de l'espèce A. Qu'est-ce que j'ai mis? Non. Non, c'est pas division. Bon, c'est multiplions. C'est pas division. Donc multiplions aussi bien le numérateur que le dénominateur par la masse molaire de A, nous obtenons ceci. Voilà. Donc nous avons répondu à cette deuxième interrogation qui était que deviennent les résultats dans le cas d'un binaire. Dans le cas d'un binaire. Et enfin, ça me servira pour le troisième complément que je vais présenter. Ça va me servir surtout pour ce qui va venir. La loi de Dalton, je vais la présenter, mais je pense que je vais laisser cette troisième remarque où je vais vous présenter deux lois. La loi de Dalton et la loi d'Amagat. Je préfère les laisser un peu pour plus tard, quand je ferai un autre exercice. Donc je vous présenterai cette partie-là. Alors je pourrais le faire, mais ça va me demander un peu de travail et je ne sais pas de combien de temps je suis resté. Donc je vais arrêter quand même cette vidéo. Et pour faire le deuxième exercice, avant de le faire, je vais vous présenter les deux lois
pour savoir quand est-ce que vous allez appliquer la loi de Dalton, qui est relative à la sommation des pressions partielles pour trouver la pression totale, et la loi d'Amagat, qui est relative à la sommation des volumes de tous les constituants pour trouver le volume total. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Rendez-vous à la deuxième séance. Dans la deuxième séance, j'essaierai de finir ceci et aborder une deuxième application que j'ai trouvée fort intéressante. Il s'agira de compléter un tableau que voici, et on verra comment ce qu'il faudra faire rapidement pour pouvoir trouver ces résultats en termes de pression partielle, volume partiel, fraction molaire, fraction massique, c'est-à-dire que c'est une révision de tout ce qu'on vient de dire. Voilà. S'il y a des questions, faites-le moi savoir par message. Sinon, rendez-vous très prochainement pour une deuxième séance sur les TD relatifs au module de transfert de masse. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci.